Si demain on commence tous à sortir du dollar, étant donné l'hégémonie militaire des États-Unis, on risque pas mal de choses. Akram Khrief, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien à l'occasion de votre présence au sommet de Valdaï. Bonjour à vous et merci. Merci pour cette invitation. J'aimerais bien commencer par une question qui est actuellement secoue toute l'actualité internationale. C'est cette information sur la possibilité que l'armée ukrainienne utilise une bombe sale dans sa guerre dans le Donbass. Qu'est-ce que vous en pensez? On a vu hier on a eu la présence de Sergei Lavrov au sommet Valdai. Il paraissait très très sérieux en évoquant cette possibilité-là. Les autres officiels russes ont de manière claire indiqué que quelque chose se passait dans ce sens-là, qu'il y avait des préparatifs sérieux. On a vu aussi que hier et avant-hier, le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a appelé ses homologues français, britanniques et américains et s'est entretenu avec eux sur cette possibilité-là. Il y a eu une sorte de communiqué hier en fin de journée, un communiqué conjoint de la France et de la Grande-Bretagne réfutant totalement cette idée ou cette possibilité. Mais il semble réellement qu'aujourd'hui, il y ait des informations concernant l'utilisation d'une bombe sale avec des complicités extérieures ou pas, mais cette information existe. Je ne sais pas si elle est vraie. En tout cas, elle est prise très, très au sérieux par les Russes et elle est prise au sérieux à tel point que il y a même des mouvements sur le terrain par rapport à ça. Il y a de réelles craintes sur le terrain par rapport à ça. Et donc voilà, c'est une possibilité. Il ne faut pas oublier une chose très importante. On sait que depuis le début de la guerre, on a été noyé sous un flux d'informations, mais il existe une sorte de théorie qui dit que la guerre a commencé ou l'opération spéciale a débuté de manière aussi brutale, rapide et même parfois peut-être précipitée, justement à cause de cette possibilité d'utiliser une bombe sale ou de la proximité de la construction d'une bombe atomique ukrainienne et de son utilisation en Crimée. Euh, les personnes qui avancent cette théorie-là, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, je ne la juge pas, eux disent que sur le terrain, la meilleure des preuves, c'est que les deux premières actions entreprises par l'armée russe ont été d'aller très rapidement vers Tchernobyl et vers Zaporozhye et sécuriser les deux centrales-là qui étaient suspectées comme abritant des matériaux susceptibles d'être utilisés à ces besoins-là et à ces fins-là. Donc, malheureusement, on est devant ce scénario-là. Les Russes et les Ukrainiens avancent le même argument pour dire qu'ils ne sont pas responsables. Tous les deux disent que ils ne sont pas fous au point d'utiliser du nucléaire sur leur propre population ou sur les propres territoires qu'ils veulent reconquérir. On verra, mais en tout cas, ça a l'air d'être très, très pris au sérieux ici. Mais dans le cas où cette menace se vérifie et qu'il y ait vraiment utilisation de bombes sales par les Ukrainiens, comment vous voyez l'évolution de la chose par la suite? Je pense qu'on passera à une nouvelle étape de la guerre, hein, avec des représailles qui seront beaucoup plus fortes du côté russe, peut-être de manière indiscriminée contre les infrastructures lourdes, contre les villes, etc. Je pense que la Russie, si c'est le cas, et si c'est réellement fait contre ses troupes ou contre les citoyens russes, je pense que ça donnera lieu à des représailles très fortes.
Je ne pense pas. Hier le ministre des Affaires étrangères parlait de, des stocks, enfin, des missiles nucléaires russes ou des armes stratégiques russes qui sont toujours dans les stocks, qui n'ont pas été mises en état d'alerte ou de préparation. Je ne pense pas qu'il y aura une réplique proportionnelle, donc de même taille nucléaire. Mais en tout cas, si ça se passe, on verra, selon la narrative qui sera distribuée, on verra une escalade certaine dans cette guerre. D'accord. Je vous remercie pour cette première question. Donc, revenons maintenant au contenu de ce qui est discuté dans le sommet de Valdai. Quels sont les contours de ce nouvel ordre mondial qui est en gestation en ce moment et quelle serait son orientation, disons, stratégique d'ici à moyen ou long terme? Bon, d'abord, on est dans le constat, hein. On a des participants qui viennent des quatre coins du monde, y compris des États-Unis, y compris du Canada, donc des pays occidentaux. On est tous dans une phase de constat où on constate, par exemple, que si, par exemple, les États-Unis et l'Ouest, de manière plus générale, ont perdu le monopole sur l'énergie, et commencent à aussi voir leur monopole financier s'éroder petit à petit. On a tous constaté que le monopole sur l'information, il est hégémonique. Il est hégémonique et a une influence directe sur l'économie, les finances et sur les relations internationales. Mhm. Euh, Quelqu'un évoquait ce matin que la principale raison pour lesquelles certaines entreprises occidentales quittaient la Russie n'étaient pas les sanctions. N'étaient pas les sanctions, mais une peur pour leur réputation, une peur pour leur image vis-à-vis de ces masses médias et vis-à-vis de ce monde de l'information qui est détenu aujourd'hui par les Occidentaux. Et donc, on voit là un exemple clair d'une influence médiatique ou informationnelle sur le monde économique qui est plus forte que des sanctions. Donc, on a parlé de ça, on a parlé aussi justement de la nécessité d'avoir des sanctions, de la façon comment construire un monde où ces sanctions économiques-là, qu'elles soient justifiées ou pas, qu'elles soient négociées ou pas, etc., mais qu'elles n'aient au moins aucun impact sur les populations civiles. Il y a eu le cas, on a évoqué le cas ce matin du Venezuela, de Cuba, par exemple. Il y a eu des propositions dans ce sens-là de la part du Venezuela, dans le sens où ce pays a présenté des mécanismes internationaux pour préserver justement la vie des civils et pour que ces civils-là ne soient pas impactés en termes de médication, en termes de nourriture, etc., en cas de sanctions économiques. Ce qu'on appelle aujourd'hui les sanctions intelligentes, les smart sanctions, qui sont supposées être vraiment bien dirigées, bien implémentées contre des structures très précises et des individus très précis, ne sont en fait que des sanctions classiques qui ont le même impact aujourd'hui aussi sur les populations civiles. Donc il faut, on a parlé durant la réunion de ce matin justement de ces sanctions qui, en théorie, ont la vocation de mettre la pression sur une personne pour qu'elle parte, mais qui, en réalité, font tout pour pousser toute une population, Oui, dégrader sa qualité de vie, à tel point qu'elle fasse partir la personne au pouvoir. Donc, vous imaginez le cynisme et vous imaginez le degré de pourrissement vers lequel sont poussées les populations. On parle de millions de personnes dans le cas du Venezuela, on parle de millions de personnes dans le cas de Cuba qui est sous des sanctions depuis 60 ans aujourd'hui. oui.
de 160 ans de sanctions. Et donc, il faudra aussi rediscuter ça. Euh, on parle beaucoup de la nouvelle carte du monde énergétique et financier, des rapports régionaux, de la nécessité de construire des corridors qui soient adaptés à la situation actuelle, donc des corridors qui soient plus nord-sud, ou quand on parle d'un corridor, il s'agit d'échanges et non pas d'extraction uniquement. Mhm. On voit ce qui est en train d'être fait entre l'Inde et la Russie, ce qui est en train d'être fait entre la Chine et le Pakistan, par exemple, où nous avons de véritables autoroutes commerciales et technologiques entre le nord et le sud. On a aussi évoqué quelque chose de très important qui est les sanctions par la technologie qui sont aujourd'hui une véritable problématique pour des pays comme la Russie et comme la Chine. On a évoqué le dernier train de sanctions demandé par les États-Unis contre la Chine, plus toutes les restrictions qui sont appliquées à la Russie depuis quelque temps pour justement empêcher la Russie d'accéder à certaines technologies et de les utiliser à des fins de défense ou à des fins militaires, on va dire. D'accord. Donc là aussi, donc il y a eu la présence d'un haut responsable russe ce matin, ancien ministre du développement économique et assistant et conseiller de Vladimir Poutine, qui lui a fait part un petit peu du projet russe et même du projet chinois de se dépluguer un petit peu de tout cet écosystème qui fabrique des semi-conducteurs et qui est contrôlé par les Occidentaux. D'accord. Donc, il pense qu'à un horizon moyen, il y aura... C'était qui le responsable? Ce n'est pas un secret, bien sûr. Je ne suis pas supposé. D'accord. OK. Donc, moi, pour rebondir sur ce que vous venez de développer, est-ce que vous ne pensez pas que si nouveau monde il y a, si il y a multipolarité euh, et un peu dilution des centres de pouvoir dans le monde, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est nécessaire de refonder complètement le système financier et monétaire international? Parce que c'est ça le noyau du problème et refonder aussi, par exemple, en changeant les institutions qui le corroborent ou qui le contrôlent, comme par exemple le FMI ou la Banque mondiale, et qui ont été surtout des moyens et des instruments de domination, notamment sur les pays du Sud, que des moyens d'aide au développement. Non, il y a ça, il y a aussi le contenu idéologique de ces institutions monétaires, parce que ce sont des instruments politiques et idéologiques. Mhm. Ce sont des, des conglomérats qui sont dirigés par les Occidentaux, qui imposent une vision politique ou de ce que devrait être la politique à tous les pays du monde, qui imposent des idées du genre, oui, il faut constituer des réserves de change, de préférence en dollars, achetez, prenez des dollars et gardez-les en réserve. Comme ça, vous aurez accès à des prêts, vous aurez accès à des choses, à des achats, etc. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les systèmes de notation de certaines institutions internationales qui sont totalement contrôlés par les Occidentaux. Donc, je pense que ce système-là, moi personnellement, je pense qu'il ne sera pas démantelé, il n'a pas lieu d'être démantelé, mais qu'il faudrait en parallèle constituer une alternative, constituer quelque chose qui pourrait aider les, les pays qui ne souhaitent pas adhérer à ces idéologies-là ou à ces principes-là. Donc là, on parle de constitution de regroupements régionaux ou de regroupements internationaux qui favoriseraient justement les échanges, la mise en commun de capitaux, de projets, etc., entre les pays sans une tutelle occidentale avérée. Donc oui, c'est nécessaire.
Et en plus du démantèlement enfin, de l'éloignement de ces institutions financières, il faut aussi penser à la sortie progressive du dollar et à la sortie progressive de l'euro qui ne doivent plus être des instruments politiques ou de politique internationale pour les Occidentaux. Mhm. Aujourd'hui, ce qui a sauvé la Russie, l'économie russe, malgré les 13 000 sanctions qui ont été appliquées contre elle, c'est en partie le fait de pouvoir imposer le rouble comme monnaie d'échange contre les hydrocarbures et les biens qui sont exportés. Donc, dans un avenir pas si lointain, il faudrait peut-être penser à la constitution d'une sorte de panier de devises avec le rouble, le yuan, je ne sais pas, le peso mexicain, donc la roupie indienne et les monnaies des pays qui émergent aujourd'hui qui sont en réalité l'usine de ce monde, hein, parce Mhm. qu'avec la désindustrialisation, euh, la production réelle se trouve dans ces pays-là et pas en Occident. D'accord. Pour aller encore un petit peu plus dans le sens de ce que vous venez de développer, est-ce que il est nécessaire complètement d'établir de nouvelles organisations ou d'institutions, comme vous disiez, régionales, mais qui soient complètement déconnectées du système occidental qui est, lui, piloté par le FMI et la Banque mondiale? Parce que quand on regarde les sanctions, justement, que vous avez évoquées contre la Russie, quand des pays se donnent le droit de geler les fonds d'un autre pays, et pas uniquement, c'est-à-dire geler les fonds des pays, mais même prendre les fonds de gens, de personnes normales, tout simplement parce qu'il y a un problème politique avec leur pays. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation où il n'y a plus de droit à la propriété. C'est un peu du gangstérisme, disons les choses comme elles sont. Euh, donc, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'établir des systèmes, par exemple, le euro, dollar, pardon, yuan, rouble, roupie, mais qui soient complètement déconnectés du système occidental? Non, moi, je ne vais pas dire que c'est du gangstérisme parce que ça a obéi quand même à une stratégie. Les Non, mais Occidentaux je ont veux dire voulu. que même maintenant, par rapport à un État, disons que, entre guillemets, ça peut se comprendre, mais contre des personnes qui n'ont absolument rien à voir, dont la décision politique a été prise par leur pays, comment ils peuvent être à leur tour victimes d'une telle attitude? À mon avis, les Occidentaux ont fait subir ce tsunami de sanctions à la Russie en espérant que la Russie cède tout de suite et se retire de l'Ukraine et cesse son opération spéciale en Ukraine. Bon, ça n'a pas marché, on l'a vu, et on voit aussi que les sanctions ne marchent pas totalement. Elles marchent sur certains secteurs, mais bon, vous êtes à Moscou, moi aussi, euh, la vie est normale, quoi. Les supermarchés sont pleins, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de souci. Donc, oui, en fait, la véritable problématique, c'est que la gouvernance en termes de politique internationale et la gouvernance de manière générale, elle est basée sur la confiance. Aujourd'hui, ce qui a été fait à la Russie, le gel des avoirs de l'État russe et des individus russes, montre que ou démontre que aujourd'hui, placer ces fonds où que ce soit en Occident n'est plus une question de confiance, n'est plus possible. Mhm. Donc, ce qu'ont fait les Européens et les Occidentaux en faisant ça, ils se sont clairement tiré une balle dans le pied parce que les 300 milliards ou les 600 milliards qui ont été gelés ne sont rien du tout à comparer avec les milliers de milliards de citoyens ou d'entités venant des pays du Golfe, qui sont les États-Unis, des centaines de milliards qui viennent de Chine, etc. Donc,
Là, les personnes qui ont ces dépôts en centaines ou en milliers de milliards vont réfléchir à deux fois avant de mettre plus Oui, d'argent et vont absolument. même penser à faire sortir cet argent-là de l'Occident parce que tout simplement, le pacte qui est basé sur la confiance qui lie ces pays-là ou ces entités-là avec les banques a été clairement rompu. Donc, ce qui veut dire que le contre-coup de cela sera une définanciarisation de l'Europe et probablement des États-Unis là aussi, au profit de d'autres entités plus clémentes fiscalement et surtout plus clémentes politiquement, comme, je ne sais pas, Dubaï, Macao, les places financières, Singapour, les places financières non occidentales existent et sont à même de brasser des milliers de milliards de dollars aux dépens des économies européennes. Donc, oui, Donc oui, parce que question, oui, il faudra constituer de nouveaux mécanismes pour échanger et sortir progressivement du dollar. Peut-être pas de manière totale et définitive parce que les États-Unis ont imprimé trop de dollars pour pouvoir permettre à la planète de sortir du dollar. Ça, il faut être très clair avec ça. Les États-Unis ne permettront pas, ils ont mené des guerres ces 30 dernières années justement pour préserver leur monnaie et pour se préserver de la dette. Vous avez une production de 13 000 milliards de dollars de dette aujourd'hui aux États-Unis avec un PIB qui n'arrive pas à ça. ouais, ouais. Donc, donc, toute la production interne aux États-Unis ne pourra même pas payer la dette aujourd'hui. Donc, pour faire ça, pour se maintenir, ils doivent imprimer de l'argent et donc imprimer de l'argent et mener des guerres. Si demain on commence tous à sortir du dollar, l'option d'imprimer de l'argent pour acheter facilement leur nourriture elle deviendra plus difficile et étant donné l'hégémonie militaire des États-Unis, on Ouais. risque pas mal de choses. Donc, justement, je voulais encore poser une toute petite question avant de passer au volet défense et sécurité. Parce que ce problème-là il est extrêmement important, en même temps dangereux, parce que, comme vous venez de l'évoquer, il peut bien mener au déclenchement de guerres fratricides, de guerres vraiment terribles et partout dans le monde. Supposons maintenant que, que les Américains décident de geler les réserves de change chinoises, c'est à 1400 milliards de dollars et qu'ils décident de geler les avoirs d'un autre pays comme l'Inde, par exemple, cela peut mener à une déflagration complètement catastrophique dans le monde. Voilà, si la Chine décide de prendre Taïwan par la force, Là aussi, les Chinois ont beaucoup eux-mêmes n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse parce qu'eux-mêmes jouent sur le dollar. Ils ont, je pense, pour plus de 8 000 milliards de bons du Trésor américain. mille, Donc, un mille, dollar, 1000 milliards, 1000 1000 milliards. milliards. Ouais. 1000 milliards. Et là, ils sont en train d'amasser de l'or de manière Hmm. frénétique. Donc, je pense qu'ils se préparent. Ils se préparent. On l'a D'accord. vu pendant cette crise que nous sommes en train de vivre. Pas mal de pays, notamment asiatiques, se sont bien préparés, ont constitué des réserves et sont en train d'encaisser de meilleure manière que lors de la crise de 2006-2007, par exemple. D'accord. Donc, je pense que tout le monde est en train de se préparer à ça. Lors de la séance d'hier, j'ai eu l'occasion d'interviewer une professeure à l'école de guerre indonésienne et qui m'avait dit qu'elle avait proposé à ce que elle avait proposé de réfléchir à un mécanisme où l'on permettra plus, pas le permettra, mais où on va tendre à ce qu'il n'y a plus d'organisation militaire ou d'alliance militaire entre différents pays, parce que cela est un moyen
d'exacerber tout le temps les tensions. L'OTAN d'un côté et puis l'OSS d'un autre, peut-être il y aura un autre ensemble, et que au lieu de faire ça pour sécuriser les intérêts des uns et des autres à l'intérieur du groupe, il vaut mieux penser à des politiques d'entraide et de collaboration entre tout le monde qui feraient que ce genre d'organisation soit obsolète. Est-ce que vous pensez que cette idée-là est nécessaire dans le monde actuel ou est-ce qu'elle est possible en termes d'applicabilité? Elle est très difficile à appliquer, très très difficile à appliquer. Il aurait fallu le faire à la chute de l'Union soviétique. Il était encore le temps de le faire. Le monde aurait pu aller vers une solution de désescalade et de démilitarisation. Au lieu de ça, on a eu quoi? On a eu les États-Unis. En fait, ce qu'on a, c'est que entre 90, entre 1990 et aujourd'hui, on a une sorte de nouveau pacte mondial autour de l'Europe qui s'est créé avec un deal très clair. La Russie donne de l'énergie pas chère, la Chine donne de l'industrie pas chère et les États-Unis fournissent la sécurité à l'Europe. Voici le deal qui existait jusqu'à maintenant, jusqu'à la guerre en Ukraine. Et voyez aujourd'hui l'avenir de ce deal au regard de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, Mhm. l'Europe se retrouve nue, totalement nue, sans énergie, bientôt sans industrie à cause des sanctions contre la Chine, ou bien d'une volonté américaine de positionner l'Europe contre la Chine, et avec une hégémonie sécuritaire, une pression sécuritaire énorme des États-Unis. Donc, ce qui a été proposé par cette dame qui, euh, qui enseigne les guerres futures au collège de guerre en Indonésie, à Jakarta, est intéressant, mais il vient aussi dans la foulée de l'organisation du sommet du G20 à Jakarta, en Indonésie, et de cette dynamique de renouveau du dialogue international de manière totalement ouverte et sans tabou, donc avec la participation de tout le monde. Je pense que ce n'est pas très réaliste. C'est un souhait que fait l'Indonésie qui aujourd'hui se retrouve au milieu vraiment comment dire, d'une situation qui est très compliquée avec l'Australie qui est en train de courir derrière des sous-marins nucléaires, la Chine qui est en train de s'étendre dans le Pacifique avec aussi les questions de l'océan Indien avec les îles d'Andaman, avec la rivalité avec l'Inde. Donc l'Indonésie se retrouve au milieu d'un grand problème et souhaiterait que tout ce beau monde-là se calme un petit peu. C'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux, mais je ne pense pas que ce soit un vœu réaliste aujourd'hui, malheureusement. Une dernière question, Monsieur Khalif, c'est l'Afrique est dans ce nouvel ordre international en formation. Comment vous le voyez? Bon, il y a des participants africains. Je suis africain moi-même. Euh, on a évoqué l'Afrique, on a évoqué la sortie du post-colonialisme, qui est aujourd'hui une nécessité. On a évoqué aussi le dégoût des populations africaines et même des élites africaines du néocolonialisme et qu'il faudrait rééquilibrer la donne parce que la Chine offre beaucoup plus à l'Afrique que ce que pourraient offrir les anciennes puissances coloniales et qu'il faudrait trouver des solutions permettant aux Africains de se développer et non pas de se faire gruger, de se faire prendre leur matières premières sans aucune contrepartie et qu'il y ait au moins un deal matières premières contre développement
développement humain d'abord et puis développement économique ensuite.